Salut à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un catch-up. Et honnêtement, j'étais un peu stressé à l'idée d'enregistrer ce catch-up, pas parce que l'invité me fait peur, mais parce que l'invité a beaucoup de choses à dire et que ça va vite. C'est un invité que vous connaissez si vous avez écouté le panier depuis longtemps. On avait fait un épisode ensemble en juillet 2022. Cet invité, c'est Michael Ostruy, qui est responsable du digital, du e-commerce. Oui, bonjour Laurent en tout cas, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Effectivement, mon poste aujourd'hui c'est responsable e-commerce et digital. La composante digitale elle est importante sur le poste parce qu'aujourd'hui au sein de l'entreprise c'est vrai que le digital est dans plusieurs BU chez nous et donc on intervient sur plusieurs sujets même s'ils ne sont pas exclusifs e-commerce. Parce que voilà, il y a e-commerce qui est très lié à l'activité du site, mais on ne fait pas que ça. Mais on n'a pas dit chez qui, et je vais le dire tout de suite, c'est Project X Paris, qui s'est renommé récemment PXP, que vous trouvez sur pxp.fr. On avait fait ce hors-série en juillet 2022, c'était un épisode passionnant. J'ai dit hors-sujet, je voulais dire hors-série. Oui. J'ai dit hors-sujet, Alors, hors-série en juillet 2022 qui était passionnant. On a fait aussi un live avec Grégory oui, Perrin, notre ami commun, chez Okara. chez Okara. On a plein de choses à voir. D'abord, on va vous rappeler un tout petit peu ce que c'est PXP, marque de streetwear parisienne d'origine, premium par l'image mais accessible par les prix. Le slogan, c'est Change the Game. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas quand je demande autour de moi, alors que c'est quand même une incroyable aventure. 80 millions d'euros de CA en 8e année, c'est ça, en 9e année, en 8e année. Cette année. Assez incroyable. 1500 revendeurs, une soixantaine de magasins avec un objectif de 100 à venir et surtout des partenariats, des collabs avec genre 99% des rappeurs français. Ouais. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. De Dorelsan à Kalash en passant par Caris, enfin ils sont tous passés par PXP. On en a fait beaucoup. Vous en avez fait beaucoup. Ils ne sont pas tous passés par chez nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une des marques, je pense en France en tout cas, qui a fait le plus de collaborations avec des artistes du milieu, en tout cas rap. Donc voilà, c'est vrai. Après, Ça va même, alors ça parlera aux plus anciens d'entre nous et d'entre vous, chers auditeurs, chers auditeurs, avec le Wu-Tang. Vous oui. avez fait une soirée récemment. C'est très très récent. Ça Ouais. date il y a à peine 15 jours. Alors je sais pas quand sortira cet épisode, mais en tout cas, oui, la soirée, c'était fin novembre. Oui, ça va avec deux choses chez nous. Le renforcement de la culture et de l'identité de la marque. Aujourd'hui, avec ce rebranding, PXP veut être plus qu'une marque et on veut aussi marteler le côté culture et le Wu-Tang en faisait partie. Et après, on a des vrais sujets et des vraies ambitions sur l'internationalisation et notamment le fait demain d'aller sur le marché américain. Et même si le Wu-Tang n'est pas forcément très très connu des plus jeunes en France, c'est quand même un sacré tampon, un sacré label. Exactement. Donc derrière cet événement, il y a plusieurs effectivement stratégies et il y a un côté aussi RP, il y a un côté international, il y a un côté culture. Donc on se retrouve avec une mixité qui est intéressante sur ce partenariat-là. Et on espère que ça va nous ouvrir des Et ben on va portes. parler de ça, on va parler des collaborations et des partenariats, on va parler de l'international, avec l'ouverture de magasins en Espagne, l'ouverture du wholesale en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas. On parlera justement du rebranding PXP. On va peut-être commencer par... on enregistre début décembre, pardon, on va commencer par un Rex sur Black Friday, Cyber Monday, Ouais. et on ouvrira sur la suite et ta stack qui a un peu évolué, et tu nous diras comment. Sacré programme, mais très heureux de te retrouver ici au micro. Alors, Plaisir partagé. Black Friday. Écoute, Black Friday, cette année, déjà, cette année était une année particulière, je pense, avant toute chose, pour remettre le contexte pour beaucoup de e-commerçants. On est sur une année où il y a beaucoup moins de pouvoir d'achat. On est sur des changements quand même sur la consommation de nos clients. Donc on va dire que toute l'année, parce que il y a pas, je pense que c'est important aussi de le dire, il n'y a pas toujours que des réussites, et notamment dans le panier, souvent c'est toujours waouh, mais il y a aussi des choses qui sont un peu moins waouh, il faut être objectif et honnête. Début d'année jusque septembre, c'était difficile, on était plutôt sur un trend qui était flat.
Après, à partir de septembre, on a eu un regain sur la consommation. Petit à petit, enfin septembre, octobre a été beaucoup mieux, et novembre a été assez extraordinaire. Et donc oui, là on a subi, en tout cas un mois de novembre avec le Black Friday. Chez nous, c'est très comprimé. On n'est pas, enfin, on veut être accessible par les prix, premium par l'image. Tu le resituais très bien en début, mais on veut pas non plus déprécier nos produits à outrance et régulièrement tout au long de l'année. Donc on a plutôt une politique de prix qui est abordable, mais pas beaucoup de promotions. Et le Black Friday chez nous, c'est pas un Black Month, c'est pas 3 semaines, c'est véridiquement 5 à 6 jours de promotion. Alors on inclut régulièrement le lundi du Cyber Monday, mais on reste sur le Black Friday et on commence plutôt aux alentours du Black Friday officiel versus certains qui peuvent dégainer un petit peu avant, quoi. Par contre, oui, là on a eu une attente de la part des consommateurs et on n'a pas vu voir venir. C'est plusieurs dizaines de milliers de commandes qui sont tombées en l'espace de 5-6 jours. Ce qui n'est pas toujours facile à gérer, en tout cas dans les expéditions. Donc hier, là, donc hier lundi, on était encore en train de préparer les commandes du vendredi. Voilà, donc on s'est pris des vagues sur des journées. On est monté jusqu'à l'ordre de 3000 commandes sur la journée. Ouais. Okay. Donc ça peut sembler... Enfin, voilà, après je resitue dans le contexte. Pour nous, ce sont des volumes qui sont importants. Peut-être que pour d'autres, c'est des volumes plus conventionnels. Mais voilà. Quel levier? Qu'est-ce que vous avez activé? Un code promo Oui, l'offre, c'était un article acheté, le deuxième à moins 50, valable sur le moins cher des 2 articles du panier. C'était pas limité à 2 articles dans le panier. Donc ça a été très fort. Ça, c'était l'offre qu'il y avait sur toute la semaine de notre Black Friday. Le jour J, on offre des cadeaux. L'année dernière, il y avait un minimum de commandes pour avoir l'obtention d'un cadeau. Cette année, il n'y en avait pas. Et on voulait voir comment ça allait réagir. Et on a eu énorme. Enfin, le volume de quel type de cadeau? Ça peut être des tote bags, des bobs, des casquettes, des sacoches. En fait, c'était des cadeaux qui allaient d'une valeur marchande entre 9 euros et 70 euros pour les plus gros cadeaux, remis de manière aléatoire dans la commande du client. Sachant que c'était des cadeaux à chaque fois en taille unique, parce que c'est difficile de connaître la taille, etc. Au préalable, quoi. Ouais, et puis tu complexifies un Voilà. peu la machine. Oui. Et comment tu l'as fait? Comment tu as communiqué sur l'offre? Alors là, je vais dire un peu partout, parce qu'en général, quand on fait des actions comme ça, on les fait un peu de manière massive. On avait newsletter déjà, obligé, hein, canal email. On a quand même une belle base de données aujourd'hui. On a 1,2 million de profils en base. Quand on shoot, Opt-in? Non, ça pas tous. réajoute. Alors, non, 1,2 million, c'est la BDD dans sa globalité. L'ensemble des clients Voilà. ou des en basés un jour. Oui, Okay. par contre, on conserve tout de même les gens qui sont, même si on n'est pas opt-in, enfin, déjà il y a l'opt-in SMS, opt-in email, on va dire que toute la base, on n'a pas forcément le même niveau de consentement, et ensuite on conserve quand même l'intégralité de la base de données, parce que ça peut nourrir notamment certains algos externes, et puis ça peut nous aider à être un peu plus fin sur le pilotage de nos campagnes d'acquisition. Donc oui, on va dire que quand on shoot en opt-in sur de la newsletter, on va shooter des bases à 700, 800 000. Voilà. Ok. Voilà. C'est pas rien. Non, c'est pas rien et ça réagit. Donc ça, c'est un des premiers canaux de communication. Ensuite, il y a le site. Donc on avait des pop-ups sur le site, un sur-header sur le site, homepage sur le site. Donc forcément, parce que là, en termes de trafic, quand même, sur des journées comme Black Friday, on va être pas loin de 100 000 visiteurs, 100 000 sessions sur une journée Black Friday. Ouais, sur la journée. Versus combien en moyenne d'habitude? Alors c'est un bon chiffre, tu vois, je ne l'ai pas en tête. Mais parce qu'en fait, moi, je réagis beaucoup, des fois, en plus au simultané. Tu sais, on a un dashboard chez nous avec le nombre de personnes qui sont avec le Google Analytics qui tourne pour voir combien on a de personnes. C'est x10 en général. La journée du Black Friday, pour nous, c'était x10 en connexion simultanée versus une journée habituelle. Ok, impressionnant. Ouais. Je saute des étapes, mais on y reviendra. Vous êtes sur Presta actuellement. Oui. Tu dois avoir Comment t'as géré ton architecture technique et serveur, pardon? Justement, ça c'est un des gros sujets. C'était un peu un sujet de réflexion et d'anticipation. L'année dernière, sur Black Friday, le site était tombé pendant 1h30, 2 heures.
montée en charge trop rapide, certaines optimisations techniques. Et il monte au pic des connexions, donc forcément, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas linéaire. Non, Tu perds le plus gros, quoi. On a perdu quelques dizaines de milliers d'euros Ok. sur l'année dernière. Après, on apprend de ses échecs plus que de ses réussites. Donc là, on avait mis tout un plan au préalable pour être suffisamment dimensionné et que ça fonctionne bien. Donc là, on avait des serveurs qui étaient déjà beaucoup mieux dimensionnés. On a la performance du site aussi qui avait été retravaillée, et notamment le TTFB et tous les indicateurs de performance, pardon. Le TTFB? Ouais, le Total First Byte. Ça, c'est un indicateur Ok. très important, notamment pour l'indexation sur Google et pour tes crawls SEO. Voilà Le pourquoi temps de j'avais réponse peur serveur. d'enregistrer avec toi, là. Tu me fais passer pour un idiot sur mon propre podcast. C'est Non, inadmissible. non, loin de là. Ok. Et pas de coupure cette année. Non, aucune. Et pas de ralentissement. Et on était sur du 3500 à 4000 personnes en simultané. Ok. Donc, ce qui pour nous est vraiment bien. Et quand tu as 700 ou 800 000 emails, hein, tu les lâches pas tous d'un coup, évidemment. Mais Alors, comment tu gères ce cette année, séquençage Alors, cette année, alors c'est une question qui est en fait pas facile. On peut la retourner dans tous les sens. Nous, on a beaucoup de magasins qui sont adossés à nous, puisque aujourd'hui, il y a quand même 60 boutiques. Sans compter les revendeurs. Oui, sans Mais compter qui les font pas revendeurs. l'opération Black Voilà, Friday. ils font pas l'opération Black Friday. Mais nous, quand on communique, c'est pour ça aussi qu'avec la composante digitale dans le poste, quand on communique, je communique pas que pour le site e-commerce. Systématiquement, on communique avec une offre qui est disponible dans nos magasins et sur le site e-commerce. Donc, si on regarde que les stats, et si on était on avait envie de maximiser l'opération côté e-com, je shooterais que le soir à 20h. Parce que c'est là où j'ai une audience qui est chez soi, disponible, et qui est sur le téléphone, dans le canapé, et qui va convertir. Sauf que si je fais ça à 20h, tous les magasins sont fermés. Donc, il faut trouver un consensus entre un moment où les gens sont un peu disponibles, un moment où tu n'es pas dans le canon à mail du Black Friday, où tu as reçu déjà 10 mails le matin et tu as purgé ta boîte mail parce que tu n'en peux plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a fait là cette année un petit A/B test, 10% de la base, deux variantes, le même message, parce qu'on se dit que le message, voilà, c'est celui-ci qu'on veut diffuser, mais on a toujours l'éternel débat sur l'objet. Ah, moi je pense que celui-là il est mieux, moi je pense que celui-là il est mieux. Et ben maintenant on a le statut de paix qui est la data, 10%, ça route, et on regarde celui qui ouvre le plus, puisque l'objet c'est l'ouverture. Et à partir du moment où la version gagnante qui ouvre le plus, on route 80% de la version gagnante au restant de la base. En une fois. Alors ça peut être en une fois, ou ça peut être un petit peu étalé sur la journée, mais fragmenté par des petits paquets. Donc typiquement, on peut dire, tiens, soit tout d'une fois à 10h, admettons, l'ouverture des magasins, soit à 10h, 11h, midi. Voilà. Ok. Voilà. Mais Là, donc, comme on était dimensionné et qu'on était confiant de ce qu'on avait fait, on est parti en une fois. confiant 10 heures. aussi de la charge derrière que tu peux prendre sur le site. Oui. Parce que si sur les 800 000, tu as, je sais Oui. pas, 30% Sur d'ouverture le- et 10% de clics. Sur l'email, oui. Sur le SMS, on fait moins les cow-boys. Le SMS réagit beaucoup plus vite. Quand on fait des campagnes SMS, on en envoie, je sais pas, 200, 300 000. C'est 99% de taux d'ouverture, le SMS, tout le monde le regarde dans les 5 minutes qui suivent la réception du message. Et si le SMS il est suffisamment catchy, tu as quand même un taux de clic qui est très intéressant derrière. Et donc, tu as un trafic en pic qui est Immédiat presque. immédiat, ouais, et Ok. qui est plus difficile à gérer. C'est ça qui nous avait causé des soucis l'année dernière, en partie. Et là, du coup, on l'a lissé. J'allais justement te poser cette question. Tu as une audience qui est assez jeune, non, mais qui est, Oui. en tout cas qui est plus jeune peut-être que la moyenne, qui est urbaine. Elle lit ses mails? Oui. Alors, déjà, c'est marrant parce qu'il y a l'audience qu'on a en cœur de cible, en consommateur, en cœur de cible marketing, et puis il y a la vraie audience, celle qui achète aussi, qui peut un peu différer. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, nous, notre cœur de cible, c'est plutôt des hommes. Ils ont plutôt entre 18 et 35 ans. Même si on fait de la femme aussi, qui est aussi à peu près une femme dans cette fourchette d'âge, mais l'homme, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. Derrière ça, en fait, on va dire qu'on a aussi beaucoup de profils où on a des mamans, on a des petites amies qui achètent pour
pour leurs conjoints, qui achètent pour leurs enfants. Donc, ils lisent les mails. Et, Ok. et notamment, tu vois, quand on envoie les campagnes, moi, je regarde systématiquement ce qui vient en retour, puisque l'adresse mail avec laquelle on envoie, on peut nous répondre dessus, c'est pas un no-reply. Et je vois énormément d'absence de bureau, je vois... Voilà, donc je peux te dire que oui, ça lie, et c'est un peu différent entre le profil qu'on a dans notre base de données CRM et le client final. Donc 1,2 million d'emails dans la base, 700-800 000 en opt-in, Oui, de l'A/B test pour lancer la machine, oui, un double check versus le down à cause du oui. TTBC, TTFB. TTFB Ouais. de l'année dernière. J'ai dit A/B testing et puis ensuite on envoie toute la base. Ça c'est sur la partie email. Et les SMS, vous en avez combien? Vous avez combien de numéros en opt-in? Alors, on peut en avoir beaucoup, mais le SMS, c'est coûteux. J'ai pas en fait la volumétrie totale là sur les 1,2 million du consentement SMS en tête. Ok. Par contre, ce que je sais, c'est à peu près le volume qu'on shoot systématiquement. Et en fait, on se base pas, bien sûr, sur le consentement en premier, parce que si on l'a pas, on peut pas envoyer la communication, mais c'est plutôt sur un taux d'activité, on va dire, avec la marque. Pourquoi je dis ça? C'est est-ce que c'est un client qui est rentré depuis peu dans la CRM? Est-ce que c'est un client qui a interagi avec des opérations promotionnelles qu'on fait? En ce moment, par exemple, tu vois, là, on a un calendrier de l'Avent. On le fait tous les ans, c'est un carton. Bon, on met des gros lots en jeu aussi. Là, tu le retrouves sur le header du site, mais tu vois, l'année dernière, on te faisait gagner un T-Max. C'était le gros lot. Là c'est un quad. Un 700 Raptor Yamaha, ouais, cette année. Et c'est impressionnant le nombre de participations qu'on a. Donc, en fait, on a des gens qui vont participer comme ça, qui ont pris contact avec la marque sur des opérations d'acquisition, qui n'ont pas encore été trop sollicités. On a des gens qui vont avoir du potentiel, des très bons clients qu'on veut adresser absolument. D'autres, au contraire, où on n'a peut-être pas le consentement email et ils n'ont pas passé commande depuis un certain temps. Donc, en fait, le segment du SMS, c'est un segment sur lequel on travaille. Le message et le segment SMS, c'est un travail qui nous prend quelques heures. Parce qu'on met le curseur, on se dit, bon, ben voilà, on shoot tant. C'est des budgets aussi qui sont importants. Donc, on le fait comme ça. J'espère que ça a répondu à Ouais, ta ça question. a répondu à ma question. Je me demandais comment tu étais incentivé. Tu es incentivé uniquement sur les ventes en ligne ou sur les ventes globales? Parce que du coup, avec 60 pardon, boutiques et je l'ai pas dit, mais je le sais, le e-com c'est une 10 dizaine de pourcents du total. Oui, tout à fait. Tu as un enjeu à. Enfin, quel est ton incentive? Ouais, alors là, je sais pas si je vais avoir la bonne réponse. C'est-à-dire que l'incentive, si on prend l'incentive global un peu de BU, même au-delà de l'incentive qui peut être personnel, mais si on prend une incentive déjà juste d'équipe, parce que c'est ce qu'on a plutôt mis en place, en tout cas chez nous, oui, elle va être indexée ou récompensée, si je puis dire, sur le bon travail qui est fait sur le chiffre d'affaires online. En revanche, là où on a fait du travail, c'est qu'il ne faut pas que ce soit non plus tout ou rien, ou que ce soit une incentive qui soit trop importante. Pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, et on l'a vu par le passé, enfin en tout cas c'est ma vision du truc, on vient créer dans l'entreprise des moments, des dérives, si des moments tu as des sur-incentives sur certaines BU. Et typiquement, plutôt qu'on avance tous ensemble, nous on est une marque, on travaille tous au service de la marque, et peu importe si c'est vendu sur le canal e-commerce ou sur le canal physique, ça rapporte à la même personne qui est notre patron. Voilà, au service de la marque. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est revendiquer la marque sur les différents canaux et servir les clients qui sont adeptes de ces canaux de distribution. Pas forcément se tirer la bourre ou se tirer dans les pattes parce qu'on veut avoir une incentive quelconque sur le chiffre d'affaires un tel. Donc ça, voilà, à un moment donné, par le passé, on avait peut-être des directives, et je pense notamment sur la partie retail physique, où on avait tendance à trop se favoriser sur le petit gain personnel versus ce que ça peut apporter, faire grandir la marque. Donc on est beaucoup plus en transverse sur ce sujet-là. Ok, mais en Maintenant. termes de pilotage d'entreprise, donc c'est Oui. pour ça que je te pose la question. Oui. Un patron qui se pose la question aujourd'hui peut se poser justement cette question. Il doit alimenter en foot trafic, en trafic ses boutiques. Il doit aussi alimenter son site. Donc la manière dont tu vas Oui, et ben voilà, nous, orienter ta communication et donc tes incentives a un impact là-dessus. et ben nous on essaye d'être un peu impartial Ok. là-dessus et d'essayer systématiquement dans toutes les communications qu'on envoie, on met que c'est valable en ligne et en magasin.
toutes les offres qu'on fait, il faut qu'on soit capable de les faire en ligne, en magasin. On ne fait jamais d'offres exclusives web. Si on ne sait pas la répliquer, on ne la fait pas, pour pas favoriser l'un ou l'autre. Quand du coup on envoie les campagnes, on essaye d'envoyer les campagnes de manière intelligente au moment où on peut avoir de l'audience qui réagit derrière et qu'on puisse aussi consommer en ligne ou en magasin. Donc on essaye en tout cas de mettre vraiment ça au centre de la table pour pas favoriser l'un ou l'autre et que tout le monde ait ses chances de gagner. J'entends, et c'est beaucoup plus simple quand les systèmes sont intégrés. Donc, qu'est-ce que vous avez comme système en boutique? Alors, oui, système boutique, c'est un peu particulier. On en avait parlé sur le précédent podcast ensemble. Mais oui, on a une vraie culture de la verticalité chez nous et les logiciels de caisse, donc vraiment la partie caisse, c'est du développement maison, normalisé, audité tous les ans. Mais c'est du développement maison, des caisses qui tournent sur un ordinateur, qui sont notre propre ERP. Il y a beaucoup qui utilisent Fastmag ou Y2. Bon, bah, nous, on a fait le choix d'avoir un outil propre, qui est assez global d'ailleurs, parce que si aujourd'hui on voulait le remplacer avec des solutions qui arrivent sur le marché et autres, je pense que ça serait très compliqué. Il nous permet de faire des inventaires tournants, il nous permet de gérer les emplois du temps du staff, il nous permet de faire la pointeuse, il nous permet de faire bien sûr les encaissements, les mécaniques promotionnelles, les cartes cadeaux qui sont valables en ligne, en magasin. Donc c'est assez vaste et complet. Et que vous avez développé uniquement en interne, pardon? Oui, Ok. alors on n'a pas d'IT chez nous. En revanche, oui, c'est du développement propre, exclusif à Projet Xparif, à PXP, parce qu'on travaille avec une agence ou une web agency sur cette partie-là depuis le début de l'aventure, qui nous conçoit également notre ERP en fait adossé à ce logiciel de caisse. On a notre ERP aussi maison qui est capable de nous gérer la production, nos arrivages, la gestion du stock, la segmentation client, la facturation, notre WMS aussi est maison dans cette ERP. WMS, du coup, Warehouse Management System, donc le fait de faire le picking dans nos entrepôts et de préparer les commandes, sortir les étiquettes d'expédition, ça c'est du maison. Sur la partie retail et wholesale, sur la partie e-commerce, on a une solution du marché pour la partie WMS. Qui est Speedy. Speedy, Speedy, alors qui est pas... Attends, mais tu différencies les deux? Oui, pourquoi alors c'est une petite particularité parce que chez nous, en fait, historiquement, on a vraiment eu à un moment des frontières par BU. Au fur et à mesure BU, donc par business wholesale, unit. retail, Exactement. On a ok. 3 BU, le commerce de distribution, donc là où on travaille avec les revendeurs, Intersport, Footlocker, Sport 2000, Blue Box, et également beaucoup de petits indépendants. Ensuite, le retail. Donc là, retail, c'est exclusif. Ça peut être franchisé ou magasin succursale. Là, c'est 60 magasins au total. Et ensuite, e-commerce, le côté e-commerce. Et sur le côté e-commerce, on est un petit peu en... on a un peu plus de souplesse, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que le reste est rigide, mais en tout cas, on arrive à graviter avec un écosystème qui est un peu différent du tronc commun de l'entreprise. Et donc, on a un PrestaShop adossé avec un outil logistique Speedy. Donc, pourquoi Speedy? C'est parce qu'en fait, nous, on a une typologie, on travaille des produits, on les livre à la pièce au client, alors que sur les 2 autres BU, on les gère en pack. Donc, c'est pas du tout le même type de préparation. C'est pas non plus le même rythme de préparation, de commande, les mêmes spécificités. On travaille beaucoup sur les marketplaces, on a besoin de venir adosser des documents spécifiques et autres, ce qui n'est pas le cas quand on envoie plutôt de la palette à nos magasins et à nos revendeurs. Donc voilà, Speedy, c'est un outil en fait que j'avais découvert chez alltrix.com, parce que je suis un ancien de alltrix.com, pour ceux qui ne connaissent pas, site spécialisé sur le running, le vélo et l'outdoor. Je sais que tu avais reçu Gary. Super épisode qui est sorti fin novembre sur le panier avec Gary, le fondateur. Ouais. Donc, Alors Speedy, S-P-I-D-Y, oui. qui est une solution de l'éditeur Negsys, N-E-G-S-Y-S, comme Neg System. Je sais pas pourquoi Neg. Alors, je saurais pas te dire. Moi, ce que je peux te dire sur le sujet, c'est que Alltrix avait, et on le comprend en écoutant l'épisode, une complexité logistique entre les cross-doc, pas le cross-doc, ce qu'ils font avec les magasins, le client particulier, le nombre de références, l'afflux. Et on avait déployé ça au moment où j'y étais aussi encore. Donc j'avais suivi un petit peu cet amorçage-là, plus la complexité
de ce qu'ils étaient capables de gérer. Et nous, on était sur un besoin qui était beaucoup plus sommaire, en tout cas dans les départs. Et donc, du coup, je me dis, si, qui peut le plus, peut le moins. Et donc, on était allé vers la solution Nexis. Il serait pas pertinent demain de fusionner les deux solutions ? Ouais, tout à fait. Alors, ça fait partie des sujets. Voilà. Si tu me demandes 2025, quels sont les sujets ? On a un sujet WMS. Alors, fusionner, oui et non. Fusionner, pardon. Oui. N'en garder qu'un. Bien sûr. Alors, idéalement, je pense que le all-in-one, je suis assez partisan d'avoir un outil et d'essayer de regrouper un maximum de choses. Après, ce qui se passe souvent dans le all-in-one, c'est que c'est pas toujours très métier, des fois pas très spécialisé, donc on fait appel à des solutions un petit peu plus expertes. Aujourd'hui, Speedy nous a permis de monter en compétence sur le besoin qu'on a en logistique. C'est-à-dire qu'au départ, on ne l'avait pas bien quantifié, on ne savait pas exactement comment on allait le faire. Maintenant, on sait où sont les frictions, on sait ce qu'on peut améliorer demain. Donc notre cahier des charges, si demain on rechallenge ce sujet, il est tout autre. En tout cas, avec les ambitions qu'on a. Maintenant, est-ce que le fait de le fusionner, c'est de se dire, on prend notre solution qu'on a développée from scratch et on l'adapte. Et donc dans ce cas-là, c'est une roadmap IT, c'est du temps, c'est de la bande passante. Est-ce que c'est de dire, non, les sujets prioritaires et stratégiques sur nos ERP, nos systèmes maison, ils sont plutôt là-dessus, parce que ça génère plus de volume et de CA. Ça, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage à faire. Et après, voilà, c'est aussi le coût de possession versus ce que ça peut te demander pour aller gagner quoi. Enfin, je pense que en tout bon e-commerçant, c'est le dilemme qu'on a au quotidien. C'est un petit peu le pour et le contre et la balance. C'est comment on équilibre le truc. Je le fais pas, je migre. Quelles sont les institutions, les risques. Si je peux, en tout cas, à terme, revoir ce sujet-là, oui, on essaiera. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, avant toute chose, c'est plutôt la mutualisation des stocks. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas opéré, qui est différent. Je croyais que c'était le cas, pardon, je suis désolé, j'avais oublié cette... Non, c'était mon souhait. Quand on s'était quitté, si j'ai une bonne mémoire, j'ai pas réécouté l'épisode, je voulais pas me mettre de pression, mais je t'avais dit, Laurent, mon souhait, on a amorcé l'omnicanal, je veux que l'année prochaine, on soit vraiment une marque omnicanal et tout, et on le sera. Au final, j'ai quelques déconvenues avec ces paroles-là, puisque 2 ans après... Ce serait trop simple. Voilà, 2 ans après, on n'y est pas. Et on n'y est pas, et on n'a pas rien fait pour, mais on n'a pas réussi à avancer aussi vite qu'on voudrait. Alors, où est-ce que tu as rencontré de la friction ? Alors, les sujets sont nombreux sur ces trucs-là. Déjà... Juste, c'est quoi la cible ? La cible, la volonté. Ouais, le schéma final que tu souhaites. Déjà, il y a 2 choses. Premier truc, c'est d'unifier les stocks pour être capable, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des stocks qui peuvent être splittés. Donc, c'est-à-dire que en miroir de ce que je t'ai présenté sur nos 3 BU, tu as 3 stocks physiques avec des poches en fait qui sont pas disponibles, qui vont être allouées pour tel BU, tel BU, tel BU. Et, donc, retail, e-com et wholesale. Voilà. Donc, typiquement, l'exemple, pour l'illustrer, je suis en rupture sur une de nos références. Il peut en avoir 15 000 pièces sur le stock de la distribution des revendeurs. Si elle est out of stock chez moi, même si j'en ai 15 000 dans l'entrepôt, si je ne fais pas une action manuelle, si je ne suis pas en vigie à vérifier qu'il y a tels produits qui sont disponibles, qui sont demandés, qu'on a des occurrences qu'il faut réapprovisionner, je tombe en rupture. Et donc je sers mes clients avec un message qui est déceptif alors que j'en ai derrière. Voilà, donc ça c'est le premier truc, c'est le b.a.-ba, ça peut sembler ultra basique, mais c'était la vocation d'avoir un seul et unique système d'orchestration de stock qui est capable de gérer ce qu'ils appellent dans le jargon des PCB, des pièces par pack, enfin des lots. En tout cas, tiens, là c'est du lot, là c'est pas du lot, là c'est du vrac, etc. Et ça on l'a pas encore fait. On pourrait le faire à demi-mesure en maison, mais on est en réflexion, on travaille sur le sujet. L'autre sujet, c'est plutôt du côté service. Et moi, c'était ça ma volonté. C'est ça la composante e-commerce et digital pour moi.
C'est aujourd'hui un client, en fait, il est volatile. Un client, il passe devant une boutique, il veut acheter, il a regardé sur son smartphone, il veut le récupérer en magasin, il veut pas faire la queue pour X ou Y raison, ou il a pas sa CB, il veut le payer en Apple Pay, que sais-je. Toc, il est dans les transports, il vient, il le récupère en 2 heures, ou au contraire, il a pas envie de passer dans la boutique parce qu'il veut voir personne, et il a commandé, moi j'ai plus le produit, ça part de la boutique, on consolide parce qu'il a commandé 2 produits. Enfin, toute cette gymnastique, cette intelligence des stocks pour servir le client, que ce soit de la e-réservation, que ce soit du click and collect express, ship from store. Aujourd'hui, il faut l'avoir. En tout cas, le consommateur est demandeur. Donc, on est un peu en retard sur ce côté serviciel. Après, les échecs, donc ça, c'est le... C'est bien, il y en a sur la pédale. Mais tu as parlé de 3 stocks, retail, e-com et wholesale. Il y en a 60 autres dans les boutiques. Tout à fait. Oui, Parce que tu mets ça dans la partie service. Tu rebondis très bien. Oui. En fait, effectivement, quand je te parle des 3 stocks, moi, je parle du stock central qui aujourd'hui approvisionne de manière un peu à mon aval nos magasins. Mais je ne te parle pas des stocks physiques qui sont déjà allés au magasin et entre guillemets qui peuvent être dormants sur certaines références en magasin. Voilà. Mais qui sont en revanche, comme vous avez un système complètement intégré... Alors, ils sont visibles. Informatiquement, on sait quel niveau de stock on a. Mais aujourd'hui, on n'offre pas... Voilà, exactement. Okay. Ils sont hermétiques et isolés. Et un client qui est online, il ne pourra pas aller dire « je veux l'acheter » et le magasin, il ne pourra pas lui envoyer le produit. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, oui, il y a un potentiel d'expansion de stock sans produire plus, fait de jouir de l'intégralité du stock. De mettre à disposition ce stock-là pour le vendre le plus rapidement possible, avoir de la souplesse. Avec un prisme qui est à la fois opérationnel et aussi serviciel, parce que tu offres de nouvelles options, de nouveaux services à ton client. Ok. Voilà. Et ça, en fait, si je fais un peu l'analyse de notre situation et pourquoi on n'a pas réussi, on a mis beaucoup d'énergie déjà. On travaille avec SoClose aujourd'hui, un partenaire, je ne sais pas si tu les connais, mais en tout cas, il y a grosso modo 2 acteurs sur cette partie-là, en tout cas les plus connus, qui vont être SoClose et puis OneStock. OneStock qui porte bien son nom aussi, puisque c'est un nom un peu générique. Hein. On parle d'un OneStock, d'un stock unifié. Stock unifié, commerce unifié. Donc ils ont bien trouvé le truc. On est rentré en discussion avec les deux pour étudier la faisabilité. Et finalement, en fait, comme on ouvre aussi beaucoup de magasins, on a passé du temps dans les échanges et tout. Et en fait, à date, notre retail, nos magasins, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt en termes de structure à gérer ces déploiements, à accompagner ces déploiements. On est sur des sujets qui sont encore plus de phase d'amorçage que ceux-ci qui sont plus... c'est pas le nec plus ultra, parce qu'aujourd'hui c'est devenu quand même selon moi la norme, mais qui sont des sujets secondaires par rapport à ceux qu'on aborde aujourd'hui, en tout cas dans nos boutiques. Voilà. Mais on n'arrive pas à avoir et un rythme soutenu sur l'ouverture de boutiques et à monter en qualité sur certains indicateurs pour être en mesure de proposer ce service. Surtout que tu as un métier qui change en boutique quand tu es passé en stock unifié ou en commerce unifié. Ce qui est bien, ça va dans le bon sens. Mais oui. Mais puis après, il y a plein de réflexions. La composition du parc aussi, on n'est pas sur un parc de magasins 100% succursale non plus. Donc, il y a tous les ateliers de rémunération, rétribution des franchisés qui ont acheté du stock que demain tu peux vendre en ligne. Comment tu le consolides, comment tu les impliques dans cette démarche-là. Voilà. Donc, peut-être 2026. Voilà. Peut-être 2026. Catch-up 2. Super épisode sur le sujet auquel je pense là avec Romain Sabatier de Etam, où on a parlé de comment digitaliser et humaniser, digitaliser les magasins et humaniser le digital, avec justement l'expérience en boutique qui est expérience, comme on dit, comme la réalité augmentée. Que je vous recommande, c'est l'épisode 273. Allez, juste pour clore, parce que c'est quand même hyper intéressant, quelle est la pression email que vous mettez sur vos clients et prospects hors période de promo, et quel lien avec les magasins? Est-ce que tu as le directeur de boutique ou le directeur de retail ou du wholesale qui te dit s'il te plaît, fais ci, comment est-ce qu'on peut... Okay. Super point, bonne question. Alors, je vais te donner beaucoup de secrets là, par contre. Alors, ça c'est pareil, ça a bien évolué.
C'était pas le cas en 2022. Euh, donc autant le chiffre d'affaires est morose début d'année, mais quand même en 2 ans où on s'est parlé, on a évolué sur beaucoup de choses. Et plutôt dans le bon sens. C'est pour ça que je tente de ferveur toujours à être derrière le micro, en tout cas, et à être aux manettes de ces sujets-là chez nous. Euh, la première chose, c'est qu'on s'est harmonisé sur les produits qui sont mis en avant en magasin. Ça peut sembler le b.a.-ba, mais c'était pas le cas. C'est-à-dire que nous, historiquement, on envoyait de la marchandise dans nos boutiques. Et tiens, bah toi, je sais pas, t'as telle collection, l'autre a telle autre collection. Ah bah tiens, nous on l'a pas eu, tiens, toi tu l'as eu en avant, etc. Donc c'était un peu disparate, c'était pas très unifié, c'était pas très quali. On a le retail qui a très bien travaillé chez nous sur cette partie-là. Et donc qui a commencé à cadencer, qui a commencé à créer des vitrines, des vitrines types en fonction des tailles de magasins. Je pense à Ambre d'ailleurs, qui est responsable mère chez nous, et à Gaëtan, et puis Faisal aussi, son prédécesseur sur la partie retail, parce qu'ils ont vraiment, en tout cas, il y a eu une dynamique là-dessus. Et nous, du coup, ce qu'on fait, c'est que ils ont plus de complexité technique, humaine, ce qu'on veut, à mettre en place ça dans les magasins. Ils ont des surfaces déjà qui sont pas toutes les mêmes en fonction des boutiques. Ils doivent prévoir des vitrines. Des fois, ils font des investissements sur certaines vitrines. Donc, en gros, nous, c'est le retail qui nous lead les capsules qui vont être mises en avant. Et nous, on se cale là-dessus. Donc, on a un calendrier d'injection en magasin avec les thèmes forts qui sont joués. Les thèmes forts qui sont joués sont en général des thèmes sur lesquels on va avoir du support marketing et sur lesquels on a une profondeur de stock plus importante que d'autres. Et du coup, c'est cela qu'on revendique et qu'on communique sur le web. Mais avec une réciprocité sur le web. Exactement. C'est-à-dire que la prise de parole, quand tu vois un thème qui est chez nous, tu le retrouves quand tu vas dans un magasin. Et quand le magasin va changer de mise en avant, on va également changer. Voilà. Donc grosso modo, tous les mois, tous les 2 mois, tu as enfin tous les mois la vitrine elle change, on va dire, et tu retrouves à peu près ça chez nous. Ok, donc une uniformisation aussi de la communication, c'est plus Oui. simple. Et donc les newsletters, c'est la même chose, c'est-à-dire que on a leur séquencement sur des drops. On va dire bah tiens, en ce moment découvre telle capsule, et du coup tu la retrouves en boutique, disponible en boutique, en magasin. Voilà. Ok, hyper intéressant. C'est pas une réponse très complexe, hein, mais en fait, je pense que Non, des fois, il y a non. des choses qui sont dans la la pression simplicité. La pression, alors, j'ai fait beaucoup d'emailing dans le passé. J'adore ça. Mais sur le positionnement qu'on se donne, sur la typologie de clients qu'on adresse, aujourd'hui, notre pression, on la capte pas forcément. Alors, sauf avec un autre outil, je t'en parlerai peut-être un peu, mais on envoie une newsletter par semaine, grosso modo. News, parce que, alors, en général, c'est plutôt des news d'introduction de capsules, de nouveautés, d'actualité autour de la marque, parce qu'il y a aussi un pan un peu média, on pourra peut-être en parler aussi, mais voilà. Quand on rentre plus dans les détails sur la pression marketing, on utilise un autre outil qui là est plus poussé, mais c'est vraiment un truc dédié emailing, et là on pourra en parler des heures, mais on utilise Dbr, D2EBR, et là qui est un outil qui travaille avec des algorithmes, qui nous permet, alors s'il y a des gens qui connaissent un petit peu TinyClues, ouais. Bon, c'est ce que fait TinyClues, selon moi en mieux sur certains aspects, notamment toute la partie mail builder. Et là, on va gérer de la pression marketing différente. C'est-à-dire que toute notre base, on va gérer. Allez, il y a une news qui part toutes les semaines. Et par contre, comment on fait pour aller chercher du chiffre d'affaires incrémental? Parce qu'il y a certains clients dans notre portefeuille qui pourront en recevoir 2 ou 3. Et comment on fait pour aller prendre 20% de cette base et générer 80% du chiffre? Donc, ça, on les met dans les algos. L'algo fait des patterns de consommation en nous disant voilà, là, ce qu'il faut que tu pousses, c'est telle catégorie, telle catégorie. Si tu envoies telle catégorie à telle cible, là tu vas aller chercher tant de CA incrémental. Et donc ça on le fait, donc, j'en parle parce que ça lie la pression marketing, et ça on peut mettre un critère de pression marketing dans cet outil là aussi. C'est-à-dire, voilà, attention, voilà, on autorise 2, 3, parce que en fait, il y a certains clients qui vont être très à l'aise à recevoir 3 news, et on va pas venir échauder le gain, si je peux dire comme ça. La courbe de gain elle sera toujours linéaire. A contrario, il y en a d'autres sur lesquels on va dire bah tiens là lui ça sert à rien.
On va très loin avec cet outil-là, parce que même dans le comportement, on est capable de faire des patterns, même s'il n'y a pas de transaction, sur des gens qui auraient ouvert les mails, tu sais, qui font des actions sur l'email que tu as reçu. Donc potentiellement, en fait, ils sont réceptifs à ce canal-là. Ils ne sont pas encore passés l'acte d'achat, mais voilà, il y a de fortes probabilités. Une appétence. Voilà, une appétence sur le canal. Et ils regardent en tout cas les coms où il est peut-être plus chaud que d'autres. Et donc ça, c'est l'algorithme qui nous traite tout. Il nous traite le segment potentiel, la base de données clients, réceptifs, non réceptifs, le split des produits qu'on va mettre en avant, parce qu'en fait, il analyse quels produits ont été vendus, quels produits sur lesquels il y a du stock, et du coup, quels sont les produits que tu vas mettre dans ta newsletter pour maximiser le gain. Et c'est vrai que, alors c'est jamais des cibles, je shoote pas 700 000 profils comme ça, on est d'accord, hein. Tu vas chercher 30 000, 40 000, 50 000, mais tu es capable de faire 2-3 news par semaine. Et 2-3 news par semaine avec quelques milliers d'euros supplémentaires, en fait, c'est bon. Les ROI sont très bons. Et en termes de pression marketing, c'est bon aussi. Parce que tu pressurises pas trop la base, tu vas chercher les bons clients. Mais vous le mettez, c'est où dans la couche? Et bah dans la Parce que couche. vous êtes sur Klaviyo, hein. Alors oui, Sur on est sous Klaviyo depuis peu. Ok. On était sur Spread anciennement. On a migré Klaviyo. Ça, c'est un autre gros chantier. C'était le gros chantier 2024, la fin d'année, avec la migration Klaviyo et Loyoli. Klaviyo sur tout l'outil CRM. Donc, on a coupé Spread après 7 ans de bons et loyaux services. Ouais, c'était une très belle plateforme. On était limité sur quelques aspects. Et aussi, on a des questions sur notre CMS, potentiellement. Migration demain ou pas. Donc, le débat est ouvert. Et donc, on s'est aussi doté, parce que pour ne pas perturber trop l'activité sur 2025, qui s'annonce être une très belle année, pour nous, je voulais avoir aussi des outils qui étaient très bons dans l'écosystème Shopify, pour que si demain on migre de plateforme, en fait, ne pas changer le quotidien opérationnel des équipes. Parce que là, c'était aussi un des chantiers de 2024, c'était la composition de l'équipe digitale. Au départ, j'étais un peu solopreneur en 2018, mais l'activité était aussi moindre. Donc on était sur pas mal de sujets, des sujets qu'on creusait pas assez d'ailleurs, parce que quand tu es tout seul, tu peux pas tout faire. Et là, par contre, l'équipe s'est pas mal étoffée. Et j'ai une belle garde rapprochée, ce qui me permet d'ailleurs d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Et on a des gens qui sont très très bons sur... donc j'ai une personne sur la partie CRM qui est exceptionnelle, qui s'appelle Aurélie. J'ai une personne sur toute la gestion IT de projet, qui est Alim, qui est un ancien de chez nous, mais qui s'est reconverti en interne sur la partie digitale, qui est très bien. On a internalisé la compétence aussi de SIA et SMA, donc tout ce qui est budgétisation médias payants, Google, Microsoft, TikTok, Snapchat, tout ce que tu veux, on le fait maintenant en interne. On était avant avec une agence. Donc la partie marketplace également. Et pour revenir à ma question, oui. Dibber vient se placer où? Parce que c'est pas quelque chose que tu pourrais faire avec Klaviyo? Non, mais Klaviyo en fait ne fait pas ça. Tu vois en fait. Donc c'est la partie algorithmique qui le fait automatiquement et pour toi tout seul. Klaviyo, parce qu'en fait, Klaviyo est capable de te proposer une CDP, de te faire un A/B test, de router ton message. Oui, mais Klaviyo ne te fait pas l'étude avec des algos de pattern de clients. N'étudie pas forcément le taux d'ouverture pour dire faut envoyer à cette... Enfin là, c'est des vrais algos qui tournent toute la journée et qui tournent aussi sur la partie offline, online. Nous, à partir du moment où ça remonte dans la CRM, on est capable de dire que tiens, il y a tel lien entre tel produit et tel produit. On a aussi les cookies first party là-dessus. Donc on est capable d'associer un comportement de visite. Tu vois, donc là, le client, tu sais que tel et tel produit sont chauds en ce moment. L'algorithme, il va en prendre compte pour les produits que tu vas pousser dans ta newsletter. Avant, c'était notre CRM manager qui disait, bah tiens, là, moi, je vais focus ce produit-là. Mais sans cette culture de la data. Mais donc, les deux outils communiquent pour pas que Laurent Kretz reçoive 2 fois l'email. Tout à fait. Okay. En fait, on route via... En fait, c'est pas Dibber qui envoie. Dibber te fournit un segment. Dibber t'aide à éventuellement faire le mail builder, donc c'est-à-dire à composer ta newsletter. Et ensuite, on vient la pousser et la connecter dans Klaviyo. Compris. Voilà. Donc c'est Klaviyo qui reste le routeur, c'est Klaviyo qui reste mon orchestrateur de newsletter. Dibber vient lui apporter un peu plus d'intelligence. Klaviyo, c'est pensé Shopify, ça marche sur PrestaShop? Ouais, alors là, faut un podcast hors série spécifique et dédié. Ouais, alors
la promesse était belle quand tu commences à retrousser les manches et à mettre les mains dedans. C'est pas ce qu'on C'est nous pas avait... aussi plug and play que. C'est-à-dire que c'est une très belle plateforme, Klaviyo. Ça a bonne presse, mais ça a bonne presse de clients Shopify. Pour l'essayer sur PrestaShop, c'est pas encore du tout... Enfin, c'est même pas au niveau. On a eu beaucoup d'échanges avec eux. C'était assez houleux sur les démarrages, mais on a des limites qui sont... Nous, l'intérêt de passer sur Klaviyo, c'était que la partie opérationnelle demain soit opérationnelle si on mixe sous Shopify, avoir un bon outil, oui. Mais deux, c'était aussi de mutualiser, d'avoir un peu un all-in-one sur l'email, d'arrêter d'envoyer les mails transactionnels via PrestaShop, de les mettre dans Klaviyo. Ça, aujourd'hui, les variables PrestaShop Klaviyo ne sont pas suffisamment développées et dédiées pour être capable de le faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer un email de confirmation de commande avec un numéro de suivi facilement. Tu ne peux pas envoyer un email de confirmation de commande avec une image où l'image est différente de ce que le client a commandé. Voilà. Alors que ça se fait, tu ne te poses même pas la question dans l'écosystème Shopify. Ça marche, mais voilà, chez nous, ça ne marche pas. De faire du back in stock, c'est-à-dire tu t'abonnes à une alerte, quand le produit revient, c'est shooté, c'est pas encore disponible. D'envoyer des SMS sur la Belgique, c'est pas encore dispo. Ils ont lancé le SMS l'année dernière. Donc voilà, on était sur notre outil Spread, on m'a dit mais Spread c'est pour les amateurs et tout ça. Spread gérait quand même beaucoup mieux tous ces aspects-là. En tout cas, était beaucoup mieux intégré à PrestaShop que ce que peut être Klaviyo. Et surtout, parce qu'il y a un ratio, aujourd'hui on est là quand même pour gagner notre vie, un ratio coût fonctionnalité. Donc Spread faisait pas tout ce que faisait Klaviyo. C'est pas non plus la même taille de société derrière, hein. Mais on était 5 fois moins cher. Voilà. Parce que pour 700, 800 000 emails, 1,2 million en basé, Ouais. Klaviyo, c'est une sacrée ardoise tous les mois, non? Oui, c'est exorbitant. En fait, là, mon plus gros pain, c'est que la promesse, enfin la facture versus la promesse produit, elle est pas remplie. Donc c'est ça le travail. Donc après, nous on prend en main l'outil et on avance. Mais ouais, il y a des trucs, on voulait mettre les avis, on l'a pas fait. On voulait mettre les mails transactionnels, on l'a pas fait. Après, Les mails transactionnels sont pas dans Klaviyo? non, bah non, parce que du coup, C'est con. bah ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc moi je dis pas que c'est une mauvaise plateforme, je préfère bien le resituer. Je pense que c'est un très bon outil. Il y a plein de choses qu'on n'était pas capable de faire avant qu'on peut faire avec cet outil-là. C'est juste qu'en fait le mariage Il est moins évident. est moins évident et on bénéficie pas de 100% des fonctionnalités du produit. Mais tu dis un truc intéressant, enfin t'en dis pas mal depuis C'est un presque peu une comme heure. si... Non mais si je fais l'amalgame, c'est un peu comme si tu prends une Apple Watch et que tu me dis je vais la faire travailler avec mon Motorola, tu vois. Bon, tu vas pas bénéficier de tout l'écosystème. Voilà, et c'est un petit peu ça. Non, mais ce que tu as dit aussi et qui est intéressant, c'est que si jamais vous deviez faire un changement de plateforme, donc c'est que la question se pose, au moins tu changes pas tout d'un coup. Donc tu as des équipes opérationnelles qui sont formées sur un outil. Voilà, c'est mieux de ne pas faire la révolution de l'ensemble du process et des outils en même temps, quoi. Tout à fait. Okay. On a adossé Loyoli à ça aussi, donc sur la feed, parce que c'est une très belle plateforme, Loyoli aussi. Il y a beaucoup de choses, je pense, à faire pour nous. Là, on était en train de l'interfacer sur les magasins. Et c'est pareil, Loyoli, en fait, une solution assez native, ça dose beaucoup sur Klaviyo, et assez native Shopify. Ils sont venus sur PrestaShop. Et bon, on a eu quelques petits couacs du début. On n'a pas peur, enfin, c'est pas des choses qui me font peur. Des problèmes, on en a toute la journée. On est là pour trouver des solutions à ces problèmes-là. On en aura tout le temps. Les problèmes d'aujourd'hui seront peut-être pas les problèmes de demain. On va en régler certains en changeant la plateforme. Et puis on en aura d'autres. Mais voilà, là on a perdu, en tout cas, on a un peu d'inertie sur le lancement de ces solutions. Voilà. Tu me disais un truc sur l'exigence et les solutions. On est là pour trouver des solutions. Je trouvais ça intéressant. Tu me disais ça sur WhatsApp la semaine dernière. WhatsApp ? Oui, ben ça fait... Bah, voilà, ces sujets, en vrai, que je voulais traiter 2024.
Ce sera 2025. Ça sera 2025 de par cette inertie-là où en fait Ok. on a pris plus de mois à intégrer Compris. les sujets. Mais ça sera 2025. Pourquoi? Parce que j'adore ces canaux de communication, j'adore l'email, mais pas que. Et en fait, je veux qu'on soit sur 2025. Donc autant l'OMS, j'ai tiré un trait, on a le dossier, il est dans le tiroir. Quand on sera prêt, on ira. Tu Mais pour shootes. moi, je ne l'ai pas mis, l'unification des stocks, sur 2025. Ça sera peut-être du 2026. Autant, par contre, la partie CRM, gestion de la data, gestion de la feed et tout, qui est le cœur de notre business, que ce soit e-commerce ou en retail physique, là, ça sera le cas. Et là, ça va être un super truc. L'objectif étant d'avoir, et Klaviyo va nous aider là-dessus, d'avoir en fait d'aller chercher par préférence de canal de communication et d'être capable d'arroser partout. Ça ne veut pas dire que quand c'est Black Friday, je t'envoie un Le DM, SMS et le email, voilà, le machin. voilà. Mais en tout cas de manière intelligente de le faire. Parce qu'aujourd'hui on fait du DM, donc du direct message dans Instagram. On est capable de te pousser des offres, des actus, des promos. Donc ça c'est pareil, c'est un consentement spécifique et particulier. On n'est pas encore sur le service client en canal WhatsApp, mais on va le débloquer et on va le débloquer avec l'arrivée de Loyoli, puisqu'on a fait évoluer notre programme de fidélité. Et en fait, à partir du moment où tu auras un certain niveau de prestige, si je peux y dire ça, dans nos paliers, tu vas avoir accès au service client sur WhatsApp. Ça sera un petit avantage de service supplémentaire. Donc ça sera côté service client, mais on va y aller aussi sur de l'automatisation de campagne. Et donc ça, il y a une très belle solution. Tu avais échangé avec Wax il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai écouté le podcast. On a rencontré aussi Simeo, qui est sur le même truc. On n'a pas traité le sujet, on est en discussion avec les deux. Mais en tout cas, on veut aller sur du canal WhatsApp aussi. Voilà. Tu traites ça aussi en DM sur Instagram, tu viens de le dire. Oui, avec Ubu. C'est Ubu, comment tu Ubu. l'écris? Comme ça se prononce, UBU. UBU. Ouais. Et d'ailleurs, on a fait, c'est marrant parce que c'était un POC. Getubu.com. Exactement. C'était un POC. Les Rennais. Eh ben, tu vois, je sais même Rénois. pas. Rennais. Je saurais pas te dire. Pour être honnête, on a discuté avec Paul. Il m'a dit on est capable de le faire. Je dis bah écoute, nous ça peut nous intéresser de tester. On a testé. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait vivre sans Ubu? Oui, c'est pas un gros canal. Par contre, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est différent de ce qu'on fait. Et il y a des gens qui sont réceptifs et ça fait de la conversion. Donc on l'a fait. Elle est où ta communauté? On a parlé d'email, on a parlé de WhatsApp, on a parlé de SMS, mais est-ce qu'ils sont sur TikTok, Elle est partout. C'est franchement Insta et... majoritairement la carte de visite aujourd'hui des marques fashion, mode, c'est Insta. Est-ce qu'on a la plus grosse communauté, toutes les marques? Non. en fait, c'est un peu là-dessus que je t'emmenais, voilà. parce que je vois 280 000 followers, Ouais. ce qui est génial. Oui. Vu les collabs que vous avez, Oui. je me serais attendu à plus. 23 posts, quelques reels. Alors, 23 posts, ça c'est... l'explication, c'est que post reveal, donc le fait de la nouvelle identité visuelle dont on parlait en préambule, tout a été supprimé et archivé. On est reparti d'une page blanche depuis, octobre. Donc là, tu retrouves des posts voilà, très très frais et très récents. Donc ça, c'est l'explication du nombre de posts. Après, la communauté, elle est très volatile. Tu prends des followers et t'en perds tous les jours. Nous, on ne fait pas de campagne spécifique d'achat de followers, comme peuvent le faire certains. Ça n'existe plus, ça. Ça se fait quand même, mais on ne le fait pas. Et on fait pas non plus, on n'a pas un budget spend social sur l'acquisition, tu vois, de promotion de la page à s'abonner en fil rouge. Voilà. Donc on le fait, on prend un peu de followers sur du jeu concours, de manière un peu traditionnelle, comme tout le monde le fait un petit peu. Et puis ça nous en fait gagner, mais grosso modo ça compense ce qu'on perd au fil de l'eau. Et puis des fois on a d'autres personnes. Donc on est multiplateforme. Au total, c'est quand même si on regroupe toutes les plateformes, on doit être à un demi-million de followers entre TikTok, Snapchat, Insta, Twitter, Pinterest. On a aussi des choses sur Pinterest. Enfin, voilà, on est partout. Ouais, presque 200 000 followers sur Project X Paris, sur TikTok aussi. Et j'ai pas Snap à portée de main. Ouais. Ok, intéressant.
Tu vois, je savais que ce serait dense Mais tu et me dis, hyper intéressant. Donc, après, je suis très heureux. malheureusement, je Euh, suis bavard aussi, donc tu me dis quand je me non, mais tais. c'est riche. Parlons de boutiques, d'omnicanalité et d'international. Les 60, elles sont où? Les 60 boutiques. Alors, 60 Ah, boutiques. pardon, juste avant, excuse-moi. Ouais, La répartition du CA. Donc 10% e-com. ouais, depuis le début. Franchement, alors, c'est pour ça que je suis à l'aise avec cette transversalité, post-BU et tout ça. Depuis le début, déjà, pourquoi on est là et pourquoi on arrive à avancer, c'est le wholesale. Le wholesale est notre plus gros business, 50%. C'est grâce à eux qu'on arrive à investir, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire des collabs. Donc on est très reconnaissant du travail qu'ils font. Je préfère le resituer parce que des fois on a des échanges avec les commerciaux chez nous. Ils disent ouais, mais on a l'impression que c'est toujours nous le souci. Je dis non, non, au contraire, tu serais pas là, on serait peut-être pas tous là aujourd'hui. Donc 50 sur le wholesale. Donc 50 sur le wholesale, oui. 10% sur le e-com. Donc depuis le début, la proportion elle est quasiment inchangée. Et après, bah, le restant, donc 50 plus 10, 60, 40 restants sur la partie retail. La partie retail, après, il y a du magasin succursale et du magasin franchisé. Ok, compris. Voilà. Et la part de l'international? Alors la part de l'international, elle varie parce que sur le e-com, 90% de notre business, c'est de la France aujourd'hui. 10% donc à l'export. Sur le wholesale, nous, on a toujours un petit peu fonctionné comme ça. Le wholesale défraîchit le marché un petit peu pour nous. C'est bête. Défriche ou Ouais, défriche? non, oui, Défriche. défriche. Ok. Tu as raison, excuse-moi. Défriche. Parce que, en fait, par exemple, l'Espagne, au départ, on faisait pas du tout de vente sur l'Espagne, sur l'e-com. Il y a eu un travail de l'équipe wholesale sur le marché espagnol, où aujourd'hui, on a 300, 400 revendeurs, avec un réseau qui est plutôt qualitatif, et du coup, qui fait une présence de la marque. Donc déjà, la marque, elle est visible par le biais de ces enseignes-là. Ensuite, on a commencé à collaborer avec un artiste espagnol. Donc là, on avait fait une collaboration avec Omar Montes, qui est une méga star dans notre univers en Espagne, pas forcément très connu en notoriété en France, mais en tout cas qui a vraiment une communauté au niveau hispanique. Et donc là, ça commençait encore à accroître le niveau de la marque. Et là, on commence à voir maintenant, bon, on a le site en espagnol aussi, parce que ça c'est un fait. Le site d'ailleurs disponible en 7 langues, 7 langues maintenant, avec une solution qui s'appelle Reversia, de notre ami Anatole Rosan. Co-fondé, oui, ou fondé par Oui, Anatole Rosan. que tu as reçu de chez Macoc. Ouais, Donc ça, c'est pareil, c'est assez intéressant. Ce qu'on Reversia, fait. Ouais, qui est une solution spécialisée PrestaShop pour du multilingue. Oui, alors je sais pas si c'est spécialisé PrestaShop. En tout cas, ils ont commencé par. Ils ont ça commencé par, parce que aussi Anatole avait aussi un business sous PrestaShop. Et dans l'écosystème de marchands, parce qu'on est quand même une belle petite communauté, il y avait des besoins. Et c'est vrai que là, on est capable d'ouvrir des pays en... C'est Anatole d'ailleurs, enfin, c'était dans le podcast où tu le recevais, c'est après que j'ai pris contact avec lui, quand il me disait qu'il ouvrait un nouveau pays en 1 heure. Je ne le croyais pas et on le fait aujourd'hui. Donc c'est beau. Par contre, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec eux sur la solution et c'est plus du tout la même qu'au départ. C'est-à-dire que là, on a un vrai dictionnaire de langue. Au départ, on était sur du DeepL en API. Maintenant, on passe avec une relecture d'intelligence artificielle. On peut mettre un prompt sur le qui on est, quel ton on prend. Où DeepL était un petit peu plus sommaire et te faisait de la traduction littérale. Gérer des remplacements et on va plus loin. C'était la promesse initiale. Nous, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de country manager sur les pays et on n'a pas non plus la ressource pour gérer ces 7 langues de destination. Donc on émule le site français comme on émule les sites de destination étrangère. Par contre, on met juste à jour le français et c'est Reversia, puisqu'on travaille sur Creative Elements, donc Elementor, qui vient prendre notre contenu, le dupliquer dans l'ensemble des pays de destination, changer les liens en automatique. Et puis adapter le ton en fonction de qui vous Oui, êtes. alors le ton, voilà, il le change et donc du coup, il vient en dynamique nous changer et nous mettre à jour l'ensemble des sites étrangers. Voilà, les caractéristiques, le titre produit. Et là, j'espère qu'Anatole va écouter ce podcast. Et nous enverra une com sur voilà. tous les nouveaux clients. Oui, bien sûr. Et surtout s'il y a des nouveaux clients, j'espère qu'il y aura du monde parce que il y a un truc qui devrait arriver, qui est assez fort. On parle beaucoup d'IA, mais en fait, la difficulté, c'est de dire attends, je fais travailler un peu ChatGPT sur mes descriptions de produits, sur mes caractéristiques. Et en fait, lui, il a déjà tout ça avec Reversia.
Et donc en fait, ils pourraient aussi, sur le marché français, pour nous, venir augmenter le niveau de qualité. C'est-à-dire faire une relecture sur toutes les fautes d'orthographe, faire les relectures sur tous les caractères spécifiques qu'il y a, avant de mouliner, avant d'envoyer les trades et les réinjecter dans notre CMS, rajouter une surcouche SEO sur certains trucs. Si on voit que la description courte, elle est trop conforme avec ce qu'on a mis sur la description longue, en gros, il a encore un boulevard extraordinaire sur la solution et en plus, c'est pas cher. T'as des parts? Non, Non, mais ok. je devrais peut-être en prendre. Là, je me fais la réflexion avec le recul sur ce qu'on se dit. Il faut peut-être que j'en prenne tout de suite. Je reviens un tout petit peu en arrière. Tu m'as parlé de ton compte Insta où vous avez archivé toutes les anciennes, les anciens reels et posts pré-changement de plateforme de marque. Oui. Vous l'avez pas fait sur TikTok? Non. Pourquoi? Si tu me poses Manque de temps ou tu me poses une colle. C'est un bon sujet, ça. J'en sais rien. Ça, ok, c'est pas réfléchi. Non. Ok, Ouais. d'accord. Alors, Je me suis dit, non, il a un secret qu'il va nous partager, mais non. Non, quoi. non, Ok. non. Tu vois, c'est un bon point. Comme quoi, tu vois, on est véritable. Non, on a 50 millions de sujets qui arrivent sur la table. Bah, on essaye d'en traiter bien 149. Et puis, il y en a qui passent un peu à la trappe. Ce changement de marque, c'est gros pour nous. On n'est pas Amazon, mais par contre, on a tout refait de A à Z. De la signature de mail au sac boutique, en passant par le site, en passant par les logos, enfin, toute la prod. On est rentré dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux... Il y a 1 heure déjà, mais bon, c'est passionnant. Est-ce que tu peux me raconter ce que c'est Project X Paris et du coup arriver sur ce changement de marque que vous avez opéré récemment? Oui, alors Project X Paris, simplement, on est sur le marché du streetwear. On fait du streetwear fashion, pas forcément du streetwear technique, enfin on est sur du lifestyle. Voilà, on est sur de l'habillement, mode, streetwear. Majoritairement, on vend des sweats, des survêtements, des parkas. Ça, c'est qui on est. Pourquoi on a contracté un petit peu? En fait, les aficionados, nos clients habituels, souvent, on nous appelait PXP déjà, de par nature. Le raccourcissement, il se faisait assez simplement. On avait besoin de retravailler l'identité visuelle pour être tout simplement plus visible sur certains événements, parce que Projet X Paris, c'était des fois trop long à mettre sur les banderoles, ça étirait le logo, on n'était pas visible. La poser sur des curseurs, c'était pas toujours facile. Enfin, en tout cas, il y avait un travail. Nous, on a... Puis c'est dur à dire. Oui, aussi. Et puis, il y avait des consonances. On nous disait, Projet X, est-ce que c'est lié avec le film? On avait des femmes qui nous disaient, ouais, Projet X, c'est pas facile à porter quand t'es une femme, etc. Ah oui, j'ai même... Ouais, donc c'est pas forcément que ça, mais en tout cas, ça faisait pas mal de petits sujets qui faisaient que on avait besoin de retravailler. Et donc, on est d'un commun accord avec l'accompagnement d'une agence aussi sur le sujet. On est allé sur PXP. Voilà. Donc pour l'instant on reste Projet X Paris, les clients nous connaissent en tant que tels, mais c'est vrai que tu vas davantage voir PXP. L'autre chose qui arrive, c'est que le PXP associe à une étoile chez nous qu'on appelle Polaris, qui est là plus dans le concept. Donc on est sur le streetwear, nos clients sont jeunes, la vocation qu'on a, pas vocation, je dis bien, pas prétention, mais c'est d'essayer de guider le jeune dans sa construction à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est une étoile, l'étoile polaire, l'étoile qui scintille, l'étoile à 4 branches qui est équilibrée. On est sur le marché du streetwear, on va être l'étoile directrice du streetwear. Donc tous les gens qui ont un univers streetwear, qui se sentent animés par cette culture-là, on veut les guider, on veut leur montrer ce que c'est que l'univers et éviter qu'ils aillent sur d'autres chemins, ou en tout cas c'est la mission qu'on veut avoir là-dessus, donc par l'univers musical, par l'univers de la danse, par tout ça, et que c'est possible. Donc là il va y avoir aussi pas mal de choses, c'est pour ça qu'on parlait aussi de médias un petit peu chez nous. Donc il y a médias qui retracent ce qu'on fait, les actions qu'on fait, mais c'est aussi demain peut-être des interviews de certains rappeurs qui ont réussi, qui partaient de rien, d'autres qui ont naturellement eu des facilités, etc. Mais on veut aller un peu plus vers un apprentissage, motiver cette jeunesse à se dépasser, pas par le sport, on n'est pas, contrairement à certains gros équipementiers américains ou allemands, qui sont très connus, où eux c'est le dépassement de soi par la technicité du produit, par la performance. C'est pas notre credo, mais nous on veut aller dans le fait de guider nos clients autour de cette culture-là, et les aider à grandir. Donc on réfléchit demain peut-être
comment on devient beatmaker, tu vois, parce que l'univers de la musique, c'est quelque chose qui est très dans la colonne vertébrale de l'entreprise. Bah tiens, qu'est-ce que les beatmakers aujourd'hui, en fait, déjà, c'est quoi le métier? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont réussi? Etc., etc. Donc, il y a des choses comme ça, un peu d'un pan culturel, informationnel sur lequel on veut se positionner. Voilà. Et PXP, c'est en plus facile à l'international, soyons honnêtes. Oui, 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 oui. Non, mais franchement, on est plutôt assez content. Ok. Vous l'avez fait faire par une agence? Oui. Freelance, agence? Agence. Ok. Agence parisienne. Qui s'appelle? Saint-Lazare. Saint-Lazare. Ouais. Vous êtes connu, pour ceux qui vous connaissent, pour vos collaborations. Oui. Alors, tu en as cité quelques-unes, mais... Alors, je suis trop vieux pour savoir lesquelles, mais Fresh, Negrito, Kalash, Omar Montez dont tu as parlé, Caris, Niska, il y en a plein. J'ai vu Orelsan, j'ai vu Weshden. Ça a toujours été dans l'univers, dans la culture de l'entreprise, ces collabs? Oui, oui, depuis le début quasiment. Depuis le début, on avait même des venues en magasin pour des showcases, pour des séances de dédicaces, etc. On a toujours eu ça depuis le début. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, sur la, entre guillemets, la carte de visite, on en a énormément. Parce qu'en fait, c'est énormément aussi au fil des années. Nino, Euh, Gims, Rimka. Ouais, alors ça il y en a n'arrête pas, maintenant quoi. même qui sont inatteignables, hein. Ouais. Nino, on était très content d'avoir collaboré avec lui. Je crois que ça, c'est en 2018 ou 2019, si je dis pas de bêtises. Depuis, il est en contrat avec Adidas, complètement verrouillé. Et Nino, aujourd'hui, est un des rappeurs numéro un français. Même si on devait avoir des discussions, ça serait peut-être complètement au-delà de ce qu'on est capable d'investir. Voilà, mais on est très alors, content. quel est le rythme? Comment ça marche? Qui s'en occupe chez vous? Il n'y a pas de règles. No rules. C'est ultra, ultra aléatoire. Des choses qui se font un jour peuvent se défaire le lendemain. Ce qu'on sait tous, enfin, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de garder des très bonnes relations avec les gens avec lesquels on a collaboré. On est capable des moments de réitérer des collabs. Mais des fois, ça peut être... on fait une collab avec un tel, ah mais c'est super ce que vous avez fait, ça nous est déjà arrivé, mais vous avez fait ça, ah ouais, mais moi j'ai un tel qui veut le faire ça aussi avec vous. Donc c'est beaucoup de réseaux, donc on a une personne aujourd'hui qui est dédiée. Depuis le début on a une personne qui est dédiée sur cette gestion un peu du réseau, et plus largement maintenant aujourd'hui sur les événementiels aussi. Et ça reste dans l'univers de la chanson et du rap? Ah ouais, on est beaucoup chansons, Donc vous rap. n'avez pas été tenté par le foot ou le basket? En ce moment, il y a pas le Alors, basketball qui bat tous les records. oui, 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 ça pourrait, ça pourrait. Après, on a essayé parce qu'on peut pas être partout. Tu vois, on fait aussi, faut être réaliste. Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Faire tout le monde, mal le faire, c'est pas bon. Donc là, on a restreint un petit peu, de par notre univers, de par ce Polaris, ces 4 étoiles. Nos univers de prédilection aujourd'hui, ça va être la musique principalement urbaine, donc rap, en tout cas sur le marché français. Ça peut être reggaeton sur l'Espagne, tu vois, mais en tout cas, cette culture-là. Tu vas avoir toute la pop culture, un petit peu gaming et manga. Donc on a eu One Piece en collab, on a eu Jujutsu Kaisen en collab, donc vraiment dans l'univers du manga. On a du gaming, donc on est partenaire avec Job Life, d'une équipe de gaming, donc qui joue sur Valorant et LoL. On est partenaire cette année de League of Legends. Et de la série Arcane. Ouais, alors Donc ça voilà. c'est aussi une belle actu que tu peux Oui. nous partager Ouais, parce bah, que ça vient de sortir sur Netflix fin novembre, mais la saison 2 de Arcane, qui est un énorme succès, et vous êtes pris une énorme vague dans la gueule. Ah ouais, on est sold out en 3 semaines. Ok. C'était One Piece chez nous, c'était déjà énorme. Et One Piece a une communauté qui est incroyable, donc très très connue, et de beaucoup de tranches d'âge. C'est ça qui est intéressant dans One Piece. Mais Arcane, là, donc série animée disponible sur Netflix pour ceux qui ne resituent pas, qui en fait illustre un jeu joué par 150 millions de visiteurs mensuels. C'est juste énorme. Le lancement du teaser, là, donc c'est une série qui a été adaptée un petit peu de ce jeu vidéo. C'est une des séries Netflix, je veux pas dire de bêtises, mais tous les articles, quand tu tapes ça sur Google, tu trouves tout de suite, qui a battu des
record d'investissement. Je ne sais plus combien de millions ou de milliards coûte un épisode, mais c'était juste pharaonique. Enfin, en tout cas, ils ont la palme d'or de la dépense sur la production de cette série. Par contre, derrière, il y a une vraie communauté. Nous, on était partenaire là-dessus, exclusif textile. Alors, je dis exclusif textile, je resitue aussi. Il y a d'autres acteurs du textile qui ont la licence, type Uniqlo, Celio. Mais on était, nous, partenaires exclusifs textiles avec Arcane, avec Riot Games. Comment ils sont arrivés jusqu'à vous? C'est là où je te dis qu'il n'y a pas de règle. Des fois, souvent, on est demandeur de certains trucs. Et là, pour le coup, c'était plutôt à leur initiative. On avait fait des collabs par le passé. On avait travaillé avec Blizzard sur Call of Duty. On avait les activations manga, etc. Et donc, on nous a proposé, à un moment donné, de faire la collab. Jimmy, notre dirigeant et joueur aussi assidu de LoL. Donc, du coup, si tu veux... en général, quand tu sais de quoi tu parles ou que tu es dans l'action, il s'est dit oui, c'est pour nous. Et du coup, on y allait. Ok, hyper intéressant, avec des épisodes en avant-première. Oui, donc voilà, merci parce que ça me permet de reboucler. J'avais perdu le fil. Mais en fait, on est partenaire exclusif, nous, sur le dernier bal. Donc le dernier bal, en fait, avant que les 3 derniers épisodes de la saison 2 soient disponibles sur Netflix, ils ont été disponibles à l'Élysée-Montmartre et au Trianon. Il y a 2 semaines de ça, en projection privée auprès d'une base de fans sur invitation, 2500 personnes, et on était partenaire exclusif de cet événement-là. Pour l'info, le dernier partenaire exclusif sur textile, c'était Louis Vuitton sur la saison 1. Ça vous met un peu sur une autre sphère, quoi. En tout cas, ça vous place à des endroits où vous... On est, encore une fois, très terre-à-terre chez nous, et on a la tête sur les épaules, c'est-à-dire qu'on n'est pas Louis Vuitton, voilà, on aimerait bien, mais on ne l'est pas. Et Louis Vuitton avait un partenariat plus massif que celui qu'on a proposé. Voilà, faut remettre les choses aussi dans leur contexte. En revanche, ça montre la pertinence pour que des maisons de cet ordre-là s'intéressent également à la licence, etc. Ouais. C'est intéressant. Voilà. Donc, rien que pour ça, on est très fiers de l'avoir fait et c'était vraiment un succès. Avant d'atterrir, on a parlé de pas mal de choses, j'ai encore quelques questions, mais pour le vieux qui dort en moi, Wu-Tang, comment ? Oui. Le Wu-Tang Clan, pardon, oui. Wu-Tang Clan, pardon. Un groupe mythique de hip-hop des années 90, ça date, hein, je pense, c'est les débuts, peut-être même avant. Pour nous, et c'est l'illustration aussi de l'ambition qu'on a, l'ambition d'aller aux États-Unis, qui commence, qui est un marché sur lequel on mise, l'ambition d'être là pour la culture, parce que tu as beau dire, c'est un groupe américain qui a apporté quelque chose, qui a donné aussi un petit peu l'envie à certains rappeurs français. Donc en fait, pour le travail sur la culture, pour le travail sur l'export, voilà, pour toute cette partie labellisation, c'est très intéressant. La partie également RP, parce que c'est aussi intéressant. Donc là, la collab qu'on a avec eux, on va apparaître dans un de leurs clips sur un produit qui est cofaçonné. Donc on retrouve notre logo, on retrouve leur emblème. Et puis on était en soirée exclusive et privative avec eux, avec beaucoup de médias, il y a peu au Bataclan. Voilà, ça date de la semaine dernière. Donc là, je me mélange pas les pinceaux, mais effectivement, on a une très grosse actu depuis le mois d'octobre. Entre le mois d'octobre, novembre, décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, tous les week-ends ou toutes les semaines, on a des events, des fois même 2 events par semaine. Maintenant que tu es capable de traduire le site en 1 heure, maintenant que tu as dit Burklav Loyoli, et maintenant que tu as le Wu-Tang, oui. C'est pour quand les US ? Les US, on commence déjà. En fait, alors, quand on veut aller sur un marché, on est 3 BU, tout le monde y va. On n'a pas de shop prévu aujourd'hui sur les US. On va en avoir un sur Barcelone ou Madrid, mais pas sur les US. En revanche, la partie marketplace, on a déjà amorcé.
Et donc, on devrait être live sur quelques marketplaces aux US d'ici quelques semaines, voire tout début janvier au plus tard. Ok. Ça sortira début janvier, je pense. Voilà. Donc, quel marketplace? Là, on est sur Nordstrom. Ok. Voilà. Et il y a 2 autres qui sont en pourparlers. Mais comme c'est Donc ça, pas c'est la encore... BU Wholesale, on est d'accord. Non, ça, c'est moi. C'est toi. C'est Ok. c'est e-com. En fait, toute la gestion e-com, c'est moi qui la gère. Oui, alors on avait abordé il y a 2 ans dans le premier épisode le fait qu'il y avait... tu dis que tu fais 10% sur le site, c'est Oui. 10% en D2C. Oui. En B2B, en B2C, pardon. Oui. Pardon. Mais avec les marketplaces incluses. Avec les marketplaces incluses, vous faites quelques millions de plus. De mémoire, c'était 5 en B2C, mais 20 en e-com si on ajoute le B2B. Donc, tu as quand même une quinzaine de millions à l'époque qui commandent via... Oui, alors ça, c'est encore... ça, c'est encore un autre truc. Mais ça, c'est pas dans ça, ton c'est pas dans mon scope. CA. Ouais, c'est ça, c'est wholesale. Ouais. En fait, on a un deuxième portail e-commerce, si je puis dire, mais qui est un portail pour faire du réapprovisionnement auprès de nos revendeurs. Parce qu'on ne peut pas... E-commerce B2B. E-commerce B2B, voilà. E-commerce B2B, ça, du coup, c'est du chiffre d'affaires B2B. Ça va au wholesale. Et donc ça, c'est un portail pour plutôt donner les stocks et avoir un catalogue virtuel et que les revendeurs puissent faire leur réapprovisionnement. Mais voilà. plateforme, marketplace, c'est bien Marketplace, c'est chez nous. Donc Nordstrom pour les États-Unis et en France, vous êtes sur Zalando, entre autres. Oui, la plus forte, c'est Zalando. Mais pas qu'en France. Zalando, déjà au niveau européen. Okay. Puisqu'on est en Italie, on est en Espagne, on est en Allemagne. Et comment t'expliques que ce soit Zalando qui marche le mieux? Eh ben, je pense que tout simplement, on est déjà sur beaucoup de marketplaces. Hein. On va être chez Amazon, on va être chez Cdiscount, on est chez Redoute, on est chez Spartoo. Enfin, j'en oublie. Le premier point de la marketplace chez nous, c'était d'être capable, pas forcément d'aller chercher du chiffre d'affaires, mais d'être capable de diffuser notre catalogue et de maîtriser l'image qu'on a sur nos produits, d'avoir les bonnes photos, les bonnes descriptions, le bon pricing. Ça, c'était vraiment le premier truc. Parce que quand tu as 1500 distributeurs ou revendeurs derrière, ça peut vite devenir chaotique, ou en tout cas ta présence sur ces marketplaces-là qui sont assez faciles d'accès aujourd'hui, ça peut vite nuire à l'image de marque. Donc ça, c'était le premier truc. Deuxième truc, c'était d'être capable d'aller chercher de la croissance à l'export sans forcément mettre du budget média ou sans forcément avoir le site traduit dans la destination, les bons moyens de paiement, de s'affranchir en gros de notre plateforme et d'aller chercher plutôt une audience captive sur un marché. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Zalando sur les ouvertures européennes. Et pourquoi, tu me disais, c'était ça ta question? Non, je te disais pourquoi tu penses que Zalando est oui, pourquoi Zalando? Parce qu'en fait, on est au bon endroit. Zalando, aujourd'hui, c'est une destination pour les gens qui cherchent du fashion, et c'est notre cible. Enfin, quand je dis fashion, mais ou du streetwear. Mais j'aurais pas identifié comme ça, naturellement, Zalando comme une destination streetwear jeune. En tout cas, aujourd'hui, tu vois, ça l'est plus que Amazon ou Cdiscount, qui sont plutôt des généralistes. Entre nous, où tu vas aller chercher un besoin, un petit peu de produits courants. Mais si tu cherches quelque chose qui est plutôt sur une verticale vestimentaire, Zalando est beaucoup plus pertinent, avec un trafic qui est juste colossal. La deuxième après Zalando, bon, à plus petite échelle, mais qui était avant Zalando pour nous une des meilleures marketplaces, mais qui est supérieure aux généralistes, c'est la Redoute. La Redoute sur le marché français, c'est un très bel exemple. Franchement, ils ont fait un beau travail. La Redoute qui a été en grande difficulté à un moment, qui a été repris. Ils ont été sélectifs à l'entrée. C'était difficile d'y avoir accès. Ils ont bien travaillé. Nous, Redoute, tu fais 10 fois plus de commandes que sur Amazon. Ok. Alors qu'Amazon, pour certains, je suis surpris. Tu dis ça à Michael de chez Ipart, dire non mais attends. Mais oui, Amazon c'est... Tu as besoin d'un truc rapido, tu as l'appli sur toi, tu vas le commander, one click, tu as CBL enregistré, voilà, tiens, j'ai besoin, t'es sur du besoin un peu plus courant. Voilà. Après, voilà, il faudrait qu'on ouvre du Asos ou des choses comme ça, tu vois. Ça, c'est des marketplaces qui font sens. Vous en avez encore beaucoup sous la pédale, je crois que ça peut être la phrase de conclusion, que ce soit en Ops, comme on en parlait tout à l'heure avec l'OMS, le WMS, ou en marketing. Oui. Ok, compris. Waouh. On
On s'approche de la longueur de l'épisode avec Gary de Ouais. Alltrix. On est presque à 1h30. Je suis désolé. Non. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que vous aussi, chers auditrices, chers auditeurs. Change the Game avec pxp.fr et Michael Ostruy, je l'appelle. A-U-S-T-R-U-Y. C'est de quelle origine, Ostruy? Alors, il y en a déjà pas beaucoup. Et c'est plutôt. Si on en croise un, c'est la famille, quoi, c'est ça? C'est plutôt dans l'Aveyron. Ok, Voilà. ok. Et mon père s'appelle Philippe et il y en a souvent qui m'ont demandé si c'était à lui le domaine Pérasol, parce qu'il y a en fait un Philippe Ostruy qui a un domaine viticole. Ok. C'est un homonyme. Voilà, donc je ne Bon, peux pas on a vous la envoyer réponse. de bouteilles. Michael avec un K, Ostruy, A-U-S-T-R-U-Y, si vous voulez prolonger la conversation sur LinkedIn. Merci infiniment, Michael. J'en prie. Et merci. À très bientôt, Laurent. À très bientôt. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous le retrouvez aussi sur YouTube, comme la plupart des épisodes du panier, parce que vous êtes de plus en plus à regarder les épisodes sur YouTube. À bientôt. Salut.